Euh, Bonjour. Alors, je peux commencer par une blague en fait que Pierre vient de faire qui est rigolote. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est en concurrence avec le GIL et du coup ça marche pas très bien. Voilà. C'est pas moi, c'est lui. Donc voilà, donc on va faire une présentation sur Mercurial et sur Python. Donc on a deux petits logos. Le logo de gauche c'est le logo de Mercurial et après c'est un petit serpent, il n'y avait pas de Python Unicode. Donc voilà, on va essayer d'expliquer, en fait, donc je vais expliquer comment on arrive là à présenter quelque chose aujourd'hui. L'histoire c'est que donc Pierre-Yves est développeur Mercurial depuis quelques années. Et moi j'utilise Mercurial depuis quelques années aussi et je me suis demandé comment ça marchait. Et donc comme je l'avais sous la main, je lui ai posé des questions et tout et il me dit bah ok, il n'y a pas de souci, je viens, on se fait des petites réunions comme ça et en échange on fait une conférence à PyCon. Et donc voilà. Donc l'expert c'est lui et si vous avez des questions, voilà. Donc pourquoi Mercurial c'est écrit en Python? Il y a plusieurs raisons en fait. Et la première raison, c'est que Python, c'est quelque chose qui permet d'écrire du code rapidement. Si vous avez, je suppose que vous avez déjà fait du Python. Du coup, vous voyez bien que c'est super simple. C'est une espèce de pseudo-code et ça marche, quoi. Et des fois, je me rappelle quand j'apprenais Python, j'essayais des petits trucs et en fait, je sais pas, ça va jamais marcher ce truc et j'essaye et en fait, ça marche. Et donc, ça permet, dans le cas de Mercurial, d'écrire du code très rapidement pour faire des preuves de concept. Et un des super aspects, c'est qu'on peut écrire quelque chose pour une plateforme et on peut le porter sur les autres plateformes très simplement. Enfin, modulo certaines petites conneries à droite à gauche, mais ça marche. Et dans la plupart des cas, c'est suffisamment rapide pour ce qu'on veut faire. Et dans les cas où c'est pas suffisamment rapide, on peut l'étendre en faisant des bouts en C, en faisant en sorte que Python bind sur les bouts en C sans problème. Et le fait que ce soit simple à écrire et qu'il y ait peu de code, au final, ça permet d'avoir des itérations rapides et de faire du refactoring assez facilement. Et là, il y a une petite citation en fait, qui est assez rigolote, qui, en gros, donc, le NPM, c'est le créateur de Mercurial. Et là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient sur le canal IRC et qui dit « Ah, c'est génial Mercurial, mais ce serait vraiment l'outil parfait si c'était écrit en C. » Et le gars répond ouais, enfin bon, en fait, là j'ai pu l'écrire en 2 semaines. Si j'avais écrit en C, j'aurais mis 6 mois. Et le gars, c'est pas quelqu'un qui sait pas faire de C. C'est un gars qui est contributeur au noyau Linux. Enfin, voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Python c'est utile. Et nous, ce qu'on veut vous expliquer, c'est à la fois comment, en tant que développeur Python, ça peut vous être utile pour faire des extensions pour Mercurial, et comment vous pouvez faire ça en fait. Donc, pour illustrer un petit peu le propos du fait que Python ça permet de faire les choses rapidement, on voit que, en gros, l'annonce du projet, entre l'annonce du projet et le moment où il y a eu un serveur HTTP, il y a eu un mois, je crois, quelque chose comme ça, un peu moins d'un mois, 20 jours. Et je sais pas, mais sur des projets comme ça où il y a peu de monde, je crois qu'au début, il y avait 2-3 personnes. C'est ça. Ouais. Et voilà, sur des projets où il y a 2-3 personnes, je trouve ça assez fou d'avoir une rapidité de développement comme ça. Et le support de Windows qui est arrivé un mois après aussi, parce qu'il fallait faire des petites modifications. Donc ce qu'on veut vous expliquer, c'est comment on peut utiliser Mercurial. Enfin, on va expliquer plusieurs choses, certains concepts internes de Mercurial, et on va prendre un exemple un peu tout le long qui est comment on peut faire une extension ou comment on peut faire des statistiques avec Mercurial. Donc ce qu'on va faire tout le long, c'est quelque chose qui est juste classe-moi les committeurs par leur nombre de commits dans le projet. C'est un truc tout bête, mais c'est juste pour illustrer les différentes manières de le faire. Et la manière d'étendre Mercurial, la manière supportée, la manière officielle, c'est d'utiliser l'interface de ligne de commande, le CLI. Et il y a différents bindings
vers ce CLI, il y a par exemple un serveur de commande. Mais à chaque fois, ça transforme en fait tout ça en commande vers l'interface de la ligne de commande. Et donc ça, c'est l'interface officielle. Et si vous voulez faire des trucs un petit peu plus Ux, c'est possible en allant fouiller directement sur l'implémentation en Python, mais c'est pas dit que ça pète pas un jour, quoi. Il y a certaines parties qui cassent pas, qui évoluent très peu et donc sur lesquelles on peut se reposer, mais il s'exclut pas cette possibilité. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ils n'ont pas à gérer de rétrocompatibilité sur l'implémentation en interne de Mercurial. Donc là, j'ai quelques petits exemples. Donc avec l'interface de ligne de commande. Donc bon, voilà, c'est ça, le nombre de commits par auteur. Là, on utilise les templates dans la première ligne, et je dis juste, affiche-moi l'information auteur de chaque change set, et puis après, je le pipe sur des trucs shell. Donc je dis, tu me les ordonnes, et puis tu me fais un unique dessus. Et tu me comptes le unique-c, c'est pour compter le nombre d'occurrences qu'il y a en fait. Et la deuxième ligne, on utilise quelque chose qui s'appelait les revision sets. Donc c'est un espèce de DSL, c'est un langage avec des parenthèses, quoi. Et là on dit simplement, en fait on fait la même chose que le sort, mais on le met directement, on demande à Python de le faire. Et on peut faire des trucs un petit peu plus compliqués, parce que là c'est vraiment une utilisation simple. Mais là, par exemple, je peux dire, donne-moi tous les commits avec tel nom d'utilisateur, enfin telle adresse email. Et puis, on peut aussi dire, donne-moi les commits qui ont eu lieu à telle date. Donc là, je dis, par exemple, dans les commits de la semaine dernière, qui concernent tel fichier. Et puis, voilà, on peut faire des trucs un petit peu plus sympas. On voit pas, mais le « et bien plus encore », c'est un... Je sais pas si vous voyez, mais c'est genre une espèce de dragon dinosaure. Peut-être que, voilà, c'est Denver en fait. Et on peut faire des commandes un petit peu plus rigolotes. Par exemple, là je dis, donne-moi tous les trucs, tous les commits qui ont été tagués depuis la version 2.8 et exclus-moi les commits qui étaient là avant en fait. Donc donne-moi que les trucs qui sont entre 2.7.3 et 2.8. Et après, donne-moi l'utilisateur Alexis entre tel et tel tag. Et après, on peut ajouter d'autres choses, comme la date, comme... là, c'est les trucs avec la description, en fait. Donc, il faut que ce soit un fixe, il ne faut pas que ce soit un merge, etc. On peut décrire tout ça avec les revision sets. Donc ça, c'est une manière simple de filtrer, en fait, les requêtes que vous voulez. Ça peut être très utile si vous voulez faire des recherches, en fait, dans l'historique de Mercurial. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment comment étendre Mercurial. Et donc, le niveau d'après, c'est comment on fait avec du Python. Parce que des fois, ça ne marche pas. En fait, on ne peut pas juste tout faire avec l'extension, la ligne de commande. Si on veut changer le format de stockage, si on veut faire des trucs un petit peu plus compliqués, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on fait exactement la même chose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de passer par une extension, mais c'est plus pour l'illustration, pour montrer comment on fait pour faire une extension. Donc ça, c'est pas vraiment une extension. Le slide d'après, c'est une extension, mais c'est pour montrer en fait comment on peut interagir. Donc ça, c'est juste un fichier Python qu'on lance et dans lequel on utilise les API exposées par Mercurial. Et donc là, il y a même tous les commentaires. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on crée un dépôt, on itère dessus et on ajoute en fait un à chaque fois qu'on a un commit avec un username donné. Et après, on affiche. Donc rien de très compliqué. Et si on veut faire une extension, si vous avez déjà utilisé Mercurial, il y a un fichier de configuration dans lequel on peut dire charge-moi telle extension avec tel nom. Et du coup, on peut utiliser après le nom pour lancer l'extension. Et donc la différence, c'est qu'on décore avec le décorateur commande et qu'on utilise l'objet UI pour écrire. Comme ça, on n'écrit pas directement dans la sortie standard avec print. Et voilà. Donc en gros, là, on a fait une extension et ça tient en, je ne sais pas combien de lignes, mais il y a peut-être un truc comme 10 lignes de code. Et voilà. Donc c'est relativement simple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le comparatif entre la version Python et puis la version où on utilise le template avec Mercurial de base, c'est 2 fois plus rapide. Bon. Donc sur des gros dépôts, des fois, ça vaut vraiment le coup de faire les choses avec un petit script. Dans la version du dessus, il y a aussi le sort et le unique qui est remis dedans. Ouais.
exact. Voilà. Donc Pierre-Yves va continuer en fait et présenter plutôt en interne comment ça marche Mercurial avec des petites anecdotes sympas. Donc je vais passer plutôt sur une partie sur qu'est-ce que Python a apporté aux développeurs, un peu en détail. La première question qu'on peut se poser quand on regarde un outil bas niveau comme Mercurial sur l'utilisation de Python, c'est est-ce que Python, c'est pas un peu trop lent pour faire ce genre d'outil? Alors en fait, le choix du langage n'est pas si important que ça pour un certain nombre de choses. Par exemple, juste en vous intéressant à vos algorithmes, vous pouvez gagner beaucoup de temps. Donc là, par exemple, c'est des exemples de commits qui ont été faits dans Mercurial sans changer de langage. Donc pour rechercher les renommages quand on ajoute et qu'on retire des fichiers, on a gagné 1 x 10 juste en changeant l'ordre de traitement des fichiers, en s'occupant des fichiers retirés d'abord. Et en faisant un petit raccourci dans la comparaison du contenu des fichiers, on a gagné aussi x 5. Donc sans changer de langage et sans rien toucher, on a un x 10 en performance, toujours en Python. Un autre exemple en C, on avait une structure un peu générique pour stocker tous les SHA-1 des chantsets et des contenus pour quand on veut retrouver l'emplacement d'une révision à partir de son identifiant. En faisant une structure à base d'arbres un peu plus optimisée, on a gagné x 40 sur les recherches sur l'index. Et de la même manière, au début, la recherche des chansets cachés dans un arbre était faite avec des outils génériques qui cherchaient un peu avec des sets. En utilisant des propriétés de ce qu'on cherche, on peut écrire du code spécifique qui va aller 10 fois plus vite que du code générique basé comme ça. Donc, avant de se préoccuper de tout réécrire en C, on peut se préoccuper de qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qui prend du temps, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses de manière plus maligne et écrire un peu plus de code dans le même langage pour avoir des choses qui vont plus vite. Un autre aspect important de la vitesse de Mercurial, c'est la manière dont les informations sont enregistrées sur le disque et dont on va les récupérer. Parce que si vous avez un super bibliothécaire qui est entraîné pour retrouver des bouquins très vite, mais que vous lui donnez ça, il ne va pas vous les retrouver vite, vos bouquins. Donc un des premiers intérêts dans Mercurial, c'est une hiérarchie entre différentes données qui sont dans l'historique et une séparation de ces différentes données. Donc on a en tout premier les chansets qui sont dans un changelog, donc c'est toutes les métadonnées qui concernent un commit. Donc ça va être la personne qui l'a faite, à quelle date il l'a faite, sur quelle branche, la description du chanset, et juste un pointeur vers la liste de tous les fichiers, enfin la liste du contenu. Donc le contenu, c'est dans le manifeste, c'est la liste de tous les fichiers avec un pointeur vers leur contenu, mais toujours pas le contenu. Donc on a d'un côté les métadonnées pures, de l'autre côté le contenu sans avoir le contenu des fichiers, mais la liste de tous les fichiers utilisés et l'identifiant de leur contenu. Et ensuite, pour chaque fichier, on a le contenu effectif des différentes versions du fichier qui est enregistré chacun dans un fichier. Donc en ayant cette séparation-là, on va pouvoir avoir des algorithmes qui récupèrent le moins d'informations possible pour ce qu'ils ont besoin de faire. Les choses qui s'occupent que à l'historique vont pouvoir regarder que dans le chanset. Les choses qui s'occupent du manifeste ne vont pas avoir à se préoccuper du contenu de tous les fichiers. Et quand on s'occupe d'un fichier en particulier, on n'est pas embêté par le contenu des autres fichiers. Tous ces éléments-là sont stockés dans un format de fichier qui s'appelle le revlog, qui est un format de stockage efficace dans lequel, la première fois qu'on rajoute un contenu, on enregistre le contenu intégralement. Ensuite, on le comprime, mais pour faire simple, on enregistre le contenu intégralement parce qu'on n'a aucune version précédente, donc on est obligé d'enregistrer le contenu intégralement. Ensuite, les différentes versions, à la place de réenregistrer le contenu, on va calculer un diff. Un peu comme faisait SVN. Donc on dit la deuxième version de ce fichier, c'est la première version plus ce diff. Ainsi de suite, on va rajouter d'autres diffs par-dessus, jusqu'à ce que la somme des diffs qu'on a enregistrés devienne aussi grosse que la taille du fichier, la taille totale du fichier qu'on enregistre. À ce moment-là, on réenregistre l'intégralité du fichier et on recommence à faire des diffs par rapport à ce nouveau snapshot complet. Ce qui permet
au final d'avoir une taille relativement efficace, parce qu'on on stocke juste 2 fois plus d'informations, parce que la taille du fichier qu'on stocke, elle n'est jamais 2 fois plus grosse que la taille des diffs qu'on a stocké pour y arriver. Et en temps d'accès, on garde quelque chose de beaucoup plus efficace que ce que c'est SVN, parce qu'on n'a pas besoin de lire plus que 2 fois la taille du fichier. Si on avait besoin de lire plus que 2 fois la taille du fichier, entre un snapshot de base et ses diffs, ça voudrait dire qu'on aurait déjà fait un autre snapshot, et donc on pourrait utiliser cet autre snapshot. Donc, on a une information bien découpée pour que les algorithmes aient besoin de lire que les informations dont ils ont besoin, et on a un format de stockage qui est efficace et en place et en vitesse de lecture, parce qu'on a juste à lire un bout du fichier qui est au même endroit et une quantité de données qui correspond à la taille de ce qu'on veut restaurer. Donc l'efficacité du format, c'est vraiment un truc primordial dans les DVCS qui rajoute des performances mais aussi des contraintes. Par exemple, le format qu'on a vu ici, il est append only, donc on ne fait que rajouter des choses à la fin. On a un snapshot et on rajoute des diffs par-dessus. On ne retravaille jamais un fichier. Ça simplifie des choses au niveau gestion de la concurrence et des choses comme ça. Mais ça a aussi une contrainte. Si par exemple, dans l'extension qu'on a fait avant avec Alexis, on parcourt le dépôt dans le sens logique, donc dans le sens où il a été écrit, donc de la plus petite révision à la plus grande révision. On a un temps de parcours d'une demi-seconde à peu près, alors que si on le parcourt dans l'autre sens, donc de la fin vers le début, donc dans le sens qui est contre-intuitif par rapport à la manière dont le fichier est écrit, on a quelque chose de beaucoup plus long. Il y a un truc très louche ici. Ok, on oublie la fin du slide qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ok, je vois. Bon, ouais, c'est bon. Mais donc, on peut faire des choses rapides avec Python. En fait, il manque complètement un slide. Ok. Donc, la chose qui est en bas ici, c'est la fin du slide qui manque. Donc, il y a quand même des bouts où Python est trop lent et pour lesquels on a des bouts en C qui font le travail. Donc, il y a environ 4000 lignes de C en Python qui s'occupent de petits bouts qui sont généralement à la fin d'un arbre d'appel et qui ont besoin d'aller vite. Donc tout ce qui est lecture, écriture sur disque et sérialisation, désérialisation des formats sont faits en C parce que Python est pas très bon pour ça. Le calcul des différences est fait en C parce que c'est assez intensif. L'application de patch est aussi faite en C. Tout ce qui est structure de données, de ce qu'on charge du disque, les index et choses comme ça sont faites aussi en C. Voilà. Après, tout ce qui est implémenté en C dans Mercurial est aussi disponible en Python, à une implémentation de référence, qui est disponible avec tiré pur, qui est généralement beaucoup plus lente, mais qui permet d'utiliser Mercurial si on n'a pas de compilateur, par exemple. Donc, on peut faire quelque chose qui va vite avec Python, mais ce n'est pas non plus toujours simple, et il y a quand même des problèmes. Donc, je vais faire un passage rapide sur la plupart des problèmes les plus pénibles qu'on a eus. Mais il y a un certain nombre d'autres choses. La première chose, c'est qu'un appel de fonction en Python, c'est long. Ça prend environ 60 nanosecondes. Alors 60 nanosecondes, ça a l'air petit. Mais quand on a des arbres comme Mozilla Central qui font 150 000 révisions, et qu'on veut mettre une petite opération classique qu'on fait quand on parcourt le graphe dans une fonction pour que ce soit plus joli, on peut rapidement arriver à 1 million d'appels. 1 million d'appels, c'est quand même 60 millisecondes. Et l'ordre de grandeur d'un log du début de Mozilla Central, c'est 350 millisecondes. Donc on arrive juste en rajoutant un appel de fonction pour propriéfier le code, on peut arriver dans des impacts de perf qui se comptent en dizaines de pourcents. De la même manière, quelque chose d'autre qui est pratique, c'est les objets. Sauf que en fait, créer des objets en Python, c'est long. Donc toujours dans l'exemple que Alexis avait fait avec son extension, mais sûrement portable, donc c'est beaucoup plus long. Si on remplace la création de l'objet qui est pratique, qui permet d'accéder à un chant-set avec des méthodes user-friendly, par juste un accès directement à la structure de données brute qui est en dessous, on gagne la moitié du temps en fait.
parce que dans l'exemple d'avant, la moitié du temps est dépensé à créer un petit objet de quelques lignes, de quelques méthodes qui permettent d'accéder à un champ de set. Donc, des choses qui aident beaucoup le programmeur et qui font la force de Python sont exclues d'un certain nombre de choses qu'on fait souvent et qui sont assez intensives. Du coup, on se retrouve un peu à écrire du C en Python dans des bouts un peu critiques, et c'est plutôt perdu. Ensuite, il y a des problèmes plus haut niveau. Par exemple, à cause du GIL, on n'a pas le multithreading n'est pas parallèle. Donc si on veut faire des choses en parallèle, comme par exemple on fait un update, donc on se met à une nouvelle version, on peut calculer toutes les nouvelles versions de fichiers en parallèle, sauf qu'on ne peut pas le faire avec des threads. Donc on est obligé de créer des processus. Et donc créer un processus, communiquer entre les processus, c'est du coup en plus de création, de communication et de la complexité en plus. En particulier sous Windows, où créer un processus, ça prend du temps. Du coup, on peut moins utiliser le parallélisme que ce qu'on voudrait. Ensuite, il y a des choses assez bêtes, mais l'interpréteur Python n'est pas très rapide. Et Mercurial, on lance tout le temps l'interpréteur Python. À chaque fois qu'on lance Mercurial, on relance un interpréteur Python. Si on fait un comparatif simple avec un Hello World, on voit que d'autres langages interprétés comme Perl ou Ruby arrivent à se lancer, à afficher Hello World et à se quitter beaucoup plus vite que ce que Python fait. Et là, on est à 23 millisecondes, qui n'est pas énorme, mais rajoute quand même un peu d'impact sur des petites commandes. Et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas rogner. En particulier, ça ne s'est pas amélioré avec Python 3. Les imports en Python sont aussi assez lents. On a un système d'import paresseux, où les imports ne sont pas faits avant que le module soit effectivement utilisé. Si on fait AG-version avec l'import paresseux, ça prend environ 60 millisecondes sur le portable qui est ici. Si on importe tout le monde, donc on désactive l'import paresseux, on a quasiment 2 fois plus de temps. Donc pareil, c'est pas énorme, c'est quelques centièmes de seconde, mais au final, avec le démarrage de l'interpréteur, le temps d'import, ce genre de choses, ça finit par ajouter des dizaines de secondes à une commande Mercurial. Avec l'ancienne méthode d'installation de paquets, qu'utilisaient SetupTools et les eggs, où chaque paquet est installé dans un dossier séparé qui est rajouté à sys.pass, on augmente la taille de sys.pass, donc on augmente le nombre de dossiers dans lesquels on cherche à chaque fois qu'on fait un import, et on peut augmenter fortement le temps d'import d'un module. Donc, pareil, augmenter le temps de lancement de Mercurial. Toutes ces informations, enfin tous ces détails d'utilisation et de format, c'est relativement important. Bazar, qui est un autre DVCS écrit en Python, a eu pas mal de problèmes de performance à ses débuts, entre autres à cause de problèmes de format. En lien ici, il y a une rétrospective faite par un développeur de Bazar avec un certain nombre d'éléments intéressants, en particulier leurs problèmes de format et leurs problèmes d'API interne qui étaient exposés pour lequel ils devaient garder une rétrocompatibilité. Voilà. Pour conclure, je voulais faire un petit comparatif de temps sur un gros dépôt entre Mercurial et Git. Donc j'ai utilisé Mozilla Central avant de m'apercevoir sur la fin que en fait, le miroir Git de Mozilla Central contenait 5 fois moins de révisions et donc en fait les performances n'étaient pas très représentatives. Donc j'ai utilisé d'autres informations pour lesquelles je n'ai pas les chiffres exacts. Mais globalement, Mercurial arrive à rester dans des performances relativement similaires à Git sur un certain nombre d'opérations. Il y a des choses pour lesquelles on est sensiblement moins rapide, entre autres les opérations courtes, pour lesquelles on arrive à rester sous la seconde ou la demi-seconde, mais où Git arrive à être vraiment très très rapide. Ou les opérations qui font beaucoup d'accès disque, ou qui lisent beaucoup de fichiers, parce que Git étant écrit en C du début à la fin, il a moins de mal à faire des choses sur des grandes listes. On est à peu près équivalent en termes de stockage de taille et sur des opérations un peu plus complexes comme des rebase, des diffs, des choses comme ça. On est légèrement plus rapide sur des clones et des pools parce qu'on a un format qui est directement adapté à être échangé sur le réseau. On est plus rapide avec Update juste parce qu'on le fait en parallèle. Après, toujours pour souligner ces histoires de format, il y a des choses pour lesquelles on est vraiment beaucoup plus rapide. Par exemple, quand on fait un blame, aussi appelé annotate, dans Mozilla Central, Mercurial, ça prend 8 secondes, alors que dans Git, qui a 5 fois moins d'historique, ça prend 50 secondes.
Parce que la manière dont ils stockent leur arbre et dont ils peuvent récupérer le contenu d'un fichier tout au long de l'historique est moins directe que ce qu'on a dans Mercurial, où on a un dossier dans lequel il y a toutes les versions du fichier. Je suppose qu'on doit pouvoir trouver d'autres commandes où Git est vachement plus rapide que Mercurial. Mais voilà. Ensuite, sur des dépôts énormes, on peut être beaucoup plus rapide avec des extensions qui modifient le comportement de Mercurial. On a un peu vu des extensions pour utiliser et accéder à des informations dans Mercurial. Comme Mercurial est principalement écrit en Python, les extensions ont accès à toutes les possibilités de Python et peuvent modifier l'intérieur du cœur assez fortement. Donc, par exemple, une extension fournie de base avec Mercurial, c'est l'extension Largefile qui va permettre de gérer des gros fichiers. Donc, à la place d'enregistrer le gros fichier directement dans l'historique, on enregistre juste un identifiant et on délègue la gestion du gros fichier à un serveur central qui va enregistrer les versions et on lui demande quand on en a besoin. Et donc ça, c'est une extension qui va s'accrocher dans Mercurial et remplacer une partie de toute la pile d'enregistrement et de restauration d'un fichier pour discuter avec un serveur plutôt que les enregistrer sur le disque. On a une extension Watchman qui remplace toute la pile de statuts, donc celle qui va regarder l'état des fichiers dans la copie de travail, qui se branche sur les systèmes de notification dans le noyau comme Inotify, pour être toujours au courant des modifications qui ont été faites sur les fichiers. Et donc ça, c'est quelque chose qui va remplacer toute la partie du code qui s'occupe de faire un statut dans le code. Et il n'y a pas besoin particulièrement de modifier Mercurial en tant que tel pour regarder si ce genre d'approche est viable. Quelqu'un peut décider d'essayer de faire une extension qui fait ça, mettre de côté la partie de Mercurial directement dynamiquement et mettre la sienne à la place pour voir si c'est viable. Et on a aussi une autre extension qui remplace le format de compression utilisé par Mercurial. Donc à la place d'utiliser du zip qui est assez efficace mais assez lent, ils utilisent du LZ4 qui compresse moins mais qui va beaucoup plus vite et ce qui les intéresse plus dans leur cas. Du coup, ça revient sur le début, d'un point de vue développement et itération rapide. On peut avoir des gens qui ne sont même pas dans le développement du cœur du Mercurial, qui décident d'expérimenter des choses très rapidement, juste avec de la modification dynamique du cœur depuis l'extérieur. Donc ce n'est pas les extensions que tout le monde fait, bien sûr, mais on peut vraiment faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un autre langage où il faudrait, plus statique, où il faudrait déclarer explicitement une API, donc savoir exactement ce qu'on veut déjà dès le début, pour ensuite l'utiliser avec la méthode classique en interne ou la partie externe. Voilà. On va maintenant passer aux questions. À propos de l'extension Largefile, donc pour gérer les fichiers binaires, il y a un type de fichier binaire qui pourrait être intéressant de versionner et qui en fait n'est pas vraiment du binaire, c'est les fichiers par exemple ODT, les Open Documents. On sait que c'est un gros zip dans lequel il y a des structures en XML pour tout le texte, etc. Il n'y a pas d'extension actuellement qui existe qui prend en compte le fait que ce soit un zip et que sur le coup, qu'il puisse dézipper, ce fichier-là et aller regarder dans le contenu qui est lui en texte. Alors il y a quelque chose qui existe dans le cœur depuis assez tôt, qui est un concept de filtre qui permet d'appliquer un filtre à un fichier avant de le stocker et de lui réappliquer au moment où il restaure, qui permettrait de faire ça, qui marche, mais il faut mettre la config dans tous les dépôts, ce qui fait qu'il n'est pas idéal. Il n'y a pas de gens qui sont suffisamment intéressés pour faire que ça marche dans tous les cas, mais ça pourrait tout à fait être utilisé et il y a des gens qui en discuté. Une petite question sur les serveurs distants, les remotes. Est-ce qu'il y a moyen de, par exemple, chiffrer sur sa machine locale avant d'envoyer les données à distance? Par exemple, on veut
avoir une espèce de backup qui est quelque part, mais on n'a pas forcément confiance dans le serveur, on ne veut pas que les données soient en clair là-dessus. Est-ce que tu veux dire chiffré dans l'historique ou chiffré quand tu envoies là-bas? Quand on envoie là-bas, que globalement, même si quelqu'un a les données qui sont là-bas, en fait, il ne puisse rien en faire. Mais nous, en ayant la clé, on puisse le lire, quoi. Je vois pas trop de choses qui permettraient de chiffrer à la volée en envoyant. Par contre, il est assez facile de faire une extension qui chiffre le contenu du fichier avant de l'enregistrer et qui le déchiffre en le restaurant, de la même manière que les fils dont on discutait là-haut. Tu peux même utiliser les filtres d'ailleurs, qui existent déjà, et mettre dans ta config quelque chose qui dit je veux le crypter avec GPG avant de faire quoi que ce soit et le décrypter quand je le restaure. Dans le cas qu'on vient de citer là, à savoir encoder le fichier avant de le mettre, enfin le crypter avant de le mettre dans Mercurial, Oui. les diffs, ça va fonctionner comment? Effectivement, les diffs sont un peu moins intéressants. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux.